Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler des tests de performance. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que les tests de performance, comment ça fonctionne. On va voir un petit peu parcourir quelques outils qu'il existe pour faire des tests automatisés de performance. On va parler des gains, des tests de performance qui sont quand même un point très important. Comment aller plus loin après avoir mis en place des tests de performance? Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Et je vous ferai une mini démo de comment ça fonctionne. Donc on va faire un petit tour de table. On va voir un petit peu se présenter. Donc moi c'est Pierrick Marié, donc je travaille chez iTest. Je suis testeur depuis depuis 7 ans. Et je me suis spécialisé dans les tests auto, donc de tout type, les tests de non-régression d'interface, les tests de sécurité, les tests de performance, et c'est mon dada. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un des sujets que j'apprécie, et on va essayer de vous faire aimer ça. On va commencer. Déjà, tout simplement, qu'est-ce que c'est des tests de performance? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ou en général, quand on pense aux tests de performance, on se pose des questions. On se pose des questions sur son application. Quelle est la charge maximale que peut supporter mon application? Est-ce qu'elle est assez rapide? Est-ce qu'elle est suffisamment rapide dans un certain contexte? Comment réagit mon application quand on la soumet à une charge max? Et comment elle réagit lorsqu'on lui soumet des inputs ou on va dire un contexte exceptionnel. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça. En général, c'est les questions qu'on se pose quand on va vers des tests de performance, quand on a des problèmes de performance sur son application. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un test de performance? Simplement, c'est une simulation. Certains d'entre vous ont déjà fait des tests sur vos applications ou vos logiciels, et vous avez sûrement fait des tests d'interface. Les tests de performance, on va justement bypasser l'interface parce que ça prend du temps. Le but des tests de performance, c'est que ce soit rapide, ça s'exécute assez rapidement, et justement de travailler en fait sur l'interface, on va perdre du temps. Donc c'est pour ça que ça va être de la simulation, ça va être des requêtes en fait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va simuler des utilisateurs qui vont effectuer des opérations sur l'outil. Donc, on va simuler un parcours, même si c'est une simple connexion, déconnexion à l'application. Ça reste un premier parcours pour un utilisateur. Après, quand on fait un nanotest, on va avoir différentes variables. Ce qui va différencier un test de performance. On verra juste après qu'il y a plusieurs types de tests de performance. Et en fait, ces tests de performance, ils sont différenciés par ces variables-là. Donc, on peut jouer sur le nombre d'utilisateurs qu'on va injecter. On peut avoir une quantité énorme, on peut injecter 1000, 2000, 3000 ou simplement 5 utilisateurs sur l'application. On peut injecter une certaine liste d'utilisateurs. On peut aussi tourner sur un seul utilisateur qui va tourner en boucle sur l'application. La durée du test, ça peut être un test qui peut durer simplement 10 secondes, ou ça peut être un test, quand on parle de test d'endurance, de plusieurs heures, voire peut-être une journée. Et après, il y a différentes manières aussi d'injecter les utilisateurs avec les logiciels. Il peut y avoir une manière tout simplement one-shot, c'est-à-dire tout balancer sans utilisateur d'un coup sur la même seconde, ou alors il peut y avoir une façon plus progressive, donc petit à petit, toutes les 2-3 secondes, un nouvel utilisateur commence le scénario. Donc ça s'appelle en rampe, donc on va avoir une connexion progressive en fait des utilisateurs. Et après, il y a plein de différentes fonctionnalités comme ça pour justement avoir en fait, ça va différencier le test de performance qu'on va mettre en place.
Donc, on va voir justement est-ce que vous connaissez différents, enfin, un ou plusieurs types de tests de performance? Pour ceux qui ont peut-être déjà fait. Ouais. Comment? Ouais, test de charge. Comment? En rupture, c'est-à-dire limite. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, oui, le test de charge. Donc, test de charge, c'est testé pour une charge donnée, en fait. On va avoir le test de stress. Donc ça, le but, c'est, comme son nom l'indique, de stresser l'application et de voir comment elle réagit. Test d'endurance. Donc ça, c'est plus sur la durée. Avoir un nombre important d'utilisateurs, mais sur une durée plus importante. Et le test de capacité, le test de limite, comme tu as dit. Donc, on va tester la limite de l'application. Donc, on va commencer par le test de charge. Donc, son objectif, c'est de simuler une charge utilisateur sur l'application. En fait, on s'attend à avoir on va se dire, mon application, on va dire au maximum, là, que je fais une refonte de mon appli. Il faut qu'elle tienne 40 utilisateurs parce que c'est le maximum qu'on ait sur l'application. Et voilà, faut qu'elle puisse tenir le coup quand on arrive à notre pic. Donc ça, c'est le test de charge. On va faire un test de 40 utilisateurs on va peut-être monter en rang progressivement et qui vont faire des opérations en simultané sur l'application. On va voir ensuite comment l'application réagit au niveau des logs, au niveau des messages retour, pour voir voilà, si on valide ce test ou pas. Quand est-ce qu'on exécute un test de charge? Éventuellement avant une MEP. Donc les développements sont terminés. Avant de mettre en prod, je veux vérifier qu'avec la structure qu'on a, avec le logiciel, ça va tenir, la charge utilisateur attendue. Avant une modification, on va dire peut-être hardware de l'infrastructure, on modifie une lame ou une baie de notre structure qui tient toute de notre infrastructure. Même si on fait une montée en gamme de l'appareil, on va quand même lancer un test de charge pour vérifier que cet upgrade de matériel n'impacte pas la performance de l'application. Et il y a une autre possibilité suite à des mécontentements. Donc, on a l'outline qui nous remonte que les utilisateurs ne sont pas contents parce qu'il y a des problèmes de lenteur ou des problèmes d'indisponibilité. On va lancer des tests de charge pour essayer de comprendre ce qui se passe, avoir des retours et corriger le problème. Bien sûr, sur quel environnement on va tester les tests de charge? Bien sûr, sur la pré-prod. On va pas faire ça en prod. Parce que si on fait ça en prod, en fait, on fait tomber la prod et les utilisateurs, ils peuvent pas utiliser l'application. Et idéalement, isoprod. Donc, isoprod, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement qui est identique à la prod, c'est-à-dire une infra identique. Ça vous permet de... en fait, si on le fait sur une infra qui n'est pas identique à la prod, les stats qu'on va en sortir vont pas être très précises. On va avoir en fait des statistiques qui vont, enfin des mesures qui vont être sur un certain environnement, mais par contre, quand on va mettre en prod, si l'infra est différente, les mesures seront forcément différentes en prod. Donc le but, c'est de savoir en pré-prod comment ça va réagir en prod. Donc idéalement, avoir un environnement identique. C'est pas toujours évident, mais le plus proche de la prod est votre infrastructure, le mieux c'est. Oui. Quand on dit ISO, c'est-à-dire si on est dans un environnement de virtualisation, les spécifications de l'AVM en fait suffisent pour comparer, ou est-ce qu'il faudrait que l'hyperviseur qui porte la machine soit la même chose quand on parle d'ISO? Idéalement, il faut que la machine soit la même, parce qu'elles vont peut-être avoir des processeurs différents, des RAM différentes. Et si on est sur un c'est le même. C'est bon, on peut avoir un coup sur la définition isoprod? Non. Après, il y a les machines, il y a le réseau, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'infrastructure.
Il faut que le réseau aussi soit dimensionné pareil. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, chez un client où on a mis des tests de charge, où pendant nos tests pré-prod, le réseau était complètement sous-dimensionné. On avait les bonnes machines, mais par contre, le réseau n'était pas suffisant. Donc, on a galéré en fait pour en sortir des mesures correctes, des mesures qui seront celles qu'on voulait. Donc, ils ont dû retravailler leur réseau, nous faire éventuellement sur un sous-réseau, parce qu'en fait, on travaillait en gros sur leur Wi-Fi classique. Donc, nous, on balançait 150 utilisateurs sur leur Wi-Fi. Ça a explosé et on faisait ça en journée. Donc, les gens sur la plateforme, ils ne pouvaient plus utiliser leur réseau tant que ça n'a pas redémarré. Donc, il y a plein de petites choses à penser en fait au niveau de l'infrastructure. Pas que les machines, il y a le réseau, il y a beaucoup de choses. Je vais vous faire un petit exemple un petit exemple un peu plus concret de test de charge. Donc, je vous présente Bob. Bob, il est chef de projet dans une banque qui n'existe pas ici, la BDK. Une banque qui existera peut-être à partir du 13 décembre. Et donc, lui, il travaille sur un projet de refonte d'applications clients web et mobile. Et dans ses specs, on lui a indiqué qu'il fallait que ça fonctionne pour 50 utilisateurs. Ils ont sur leur journée classique des pics à 50 utilisateurs. Donc lui, il va demander à un de ses testeurs de faire un test de charge qui va travailler sur son application et qui va la tester pour valider que avant que Bob ne donne le go pour la MEP, l'application puisse tenir ses 50 utilisateurs. Donc ça, c'est un exemple de test de charge qu'on peut avoir, que j'ai eu en fait. C'était un petit peu un projet comme ceci sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Juste avant une MEP, voilà, je veux que ça fonctionne pour tant d'utilisateurs. Montre-moi comment mon application réagit. Voilà. Des questions sur les tests de charge? Oui. Si on envisage, on développe une application, on veut qu'elle tourne pour 50 utilisateurs, et donc du coup il va falloir en fait qu'on donne aux architectes des spécifications des environnements pour justement cette production. Est-ce que c'est le test de charge qui permet de dire voilà pour mon appli, les ressources minimum qu'il faudra pour tant d'utilisateurs? C'est ça, c'est ce même processus-là que vous utilisez ou c'est encore différent? On va dire les tests de charge, en fait, le dimensionnement de l'infra, elle se fait plutôt en amont par des experts infra qui sont sur le projet. Et le but du test de charge, c'est éventuellement de valider que l'infra qui est prévue sur ton projet, elle est OK. Le test de charge, il va pas te dire qu'est-ce que tu dois mettre comme infrastructure. Il va pas te dire voilà, il me faut tant de RAM. Par contre, il va te dire soit c'est OK comme c'est là actuellement, soit c'est pas OK, et il va te sortir des messages d'erreur. Tu vas avoir des mesures qui vont te dire c'est tel élément qui est en galère ou celui-ci. Et après, c'est à toi à corriger l'élément en question un petit peu fragile. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, Oui. D'expérience, j'ai vu que c'était très difficile d'évaluer le nombre d'utilisateurs. Souvent, les métiers sont assez vagues. Ils nous disent qu'ils attendent à peu près 10 000 déclarations dans le mois, avec probablement un pic en fin de mois, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez un outil qui permet de loger le nombre d'utilisateurs à l'avance? Oui, voilà, quand vous faites le test de performance, savoir combien d'utilisateurs vous avez injecté dans le test. Combien on va en injecter? Ça, on le détermine manuellement. Le nombre d'utilisateurs en fait au moment du test. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ou... Dans mon exemple, on attend 10 000 utilisateurs sur un mois. Ça va être lissé sur tout le monde. On sait qu'on va avoir un petit pic en mois. Ouais. On va plutôt tester ce pic, par exemple. Plutôt que faire des tests de performance sur un mois, il y a
parce qu'on va éventuellement faire peut-être plusieurs tests. Un premier, si c'est une évolution d'application, tu sais que par rapport à tes stats, tu sais à peu près combien tu as d'utilisateurs max sur ton application. Donc en fait, on va jouer avec ce chiffre, on va faire plusieurs tests de charge. On va faire un test de charge un petit peu avant ce maximum journalier, on va dire que on va monter et on va pouvoir voir un petit peu peut-être à quel moment ça casse et comment ça réagit. Bah, quand c'est une nouvelle application, non, c'est un petit peu compliqué de prévoir à l'avance. Il faut... Ça m'est jamais arrivé. C'est pas la première application de la société, on a l'impression de donner ce qui permet d'avoir des liens. D'autres questions? Ce que je veux dire, c'est que si le métier t'a dit un chiffre, il faut toujours prendre le chiffre en dessous au départ, et il sera bien plus élevé que ce qu'il t'avait annoncé. Donc Bob est content. Ensuite, les tests de stress. Donc, stress test en anglais. Super. Son objectif, c'est de simuler un très grand nombre d'utilisateurs qui arrivent en même temps sur l'application, en même temps ou plutôt sur une courte durée. Donc, on va avoir une vente en ligne qui est à partir de 7 heures du mat sur un produit qui est en promo. Il va y avoir un pic d'utilisateurs d'un coup qui est plutôt anormal, qui est pas normal pour la plateforme. C'est ça un test de stress. Donc on va simuler un petit peu ce scénario-là. À quel moment on exécute un test de stress? Avant une MEP, forcément. Avant un lancement de... Oui, avant le lancement. On va dimensionner notre environnement pré-prod et on va lancer un test de stress pour simuler, on va dire, le marketing. Ils nous disent, voilà, on attend 1000 utilisateurs sur 5 minutes. Alors, on va tester un petit peu des tests de stress autour de la valeur de 1000 utilisateurs. Il y a aussi la saisonnalité. C'est peut-être... Sur le milieu du transport, par exemple, sur oui. la plateforme de réservation, je pense par exemple à Amadeus, ou des choses comme ça, ils font des stress tests en avance de phase de vacances scolaires. Ouais. Ils ont ce problème. Sur les sites marchands, on fait en période de solde. Ouais, voilà. Ou alors l'hébergeur double les ressources au moment des soldes. C'est plus simple. C'est plus facile. On fait des soldes sur les soldes. Donc, je vais vous prendre un exemple. On a toujours Bob, il est toujours chef de projet, sauf que cette fois-ci, il travaille chez Airbizou, une compagnie aérienne locale. Et Airbizou, le marketing, en fait, ils ont prévu de faire une grosse offre. Ça n'arrivera jamais ici. Ils vont faire 50% dans 2 semaines sur les avions pour aller à Bélep. Personne ne va à Bélep, mais bon, c'est pas grave. Bob va y aller. Donc, Bob travaille sur une application web de réservation en ligne de billets pour Airbizou. Et on lui a dit, voilà, nous, on s'attend à 1000 utilisateurs dès 8 heures. On pense que les billets vont être vendus en 10 minutes. Donc, Bob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un de ses testeurs de faire un test de stress sur l'application et de valider que ça peut tenir les 1000 utilisateurs ou plus. Il va faire des exécutions aussi avec une valeur un petit peu supérieure pour valider que son application va être prête pour cette promo. Parce que bon, si ça tombe à 8 heures du mat pendant la promo, les utilisateurs ne seront pas très contents. Ils ont tous envie d'aller à Bélep. Des questions sur les tests de stress ou tests de stress? Quelqu'un a déjà fait des tests de stress ou pas? Vous n'avez jamais fait? Non.
Et en fait, c'est vraiment, au niveau des acteurs, du coup, c'est plutôt les infras. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans la structure, c'est plutôt les infras qui s'occupent de cette montée en charge, de cette stress, ou alors c'est les développeurs et du coup, avec quel outil immobilier généralement pour injecter ça, on va voir après les outils ou même pendant la démo. Les infras, ils vont avoir c'est plus les testeurs en fait qui vont mettre en place cet outil-là. C'est un outil de test. Mais par contre, on peut avoir un support des infras, de la partie réseau, justement pour monitorer. Ça, on le verra après. Comment réagit l'application avec cette montée en charge. Oui. C'est plus une remarque, j'ai du mal à voir comment en fait, l'application est impliquée dans ces stress, c'est-à-dire pour moi, la montée en charge d'application qui m'a stressé, c'est plus l'environnement déploiement, les ressources informatiques qui sont mises en place, qui vont générer un problème sur l'application elle-même. Il ne faut pas un développeur changer tout son code pour faire passer le stress. Ça va. Tu peux avoir un package qui est trop vieux ou un problème de ressources en fait dans ton code qui fait qu'il va tester quand je parle d'infra, ça va être l'application. Donc voir si tu as au niveau de tes logs quand on fait les tests, si tu as des erreurs qui remontent, mais ça va aussi tester ton réseau. Ça va tester tes machines, ton réseau, ton load balancer, qu'est-ce qu'on a eu récemment? C'était je trouve plus le nom. On a eu un client et il y avait un élément de son réseau qui sautait à chaque fois. C'était à chaque fois. On a eu à tester on avait un client où en fait on fait 1 million donc sur les tables, en fait on a fait des tests de performance pour savoir quelle était la réponse de je m'agis au début. On était obligé d'optimiser le flux d'affichage. On a été obligé d'utiliser la requête. Au-delà de la requête, on a été obligé de changer de réponse. Parce qu'en fait, on passait sur une ligne qui utilisait du VDO, qui était PHP. En fait, c'est pas ça, il a fallu qu'on aille. On se rend compte que l'État avait mal indexé, que je faisais un système d'indexation. Et en fait, quand tu regardes tout ce qu'on a optimisé, là, pour penser à réfléchir à un bras, tout ça, c'est très dans la mesure où là, on n'a pas une équipe avec des admins de base, des admins 6, des multitâches. Et ça nous a pris consommé des nuits. Les tests qu'on faisait, en fait, c'est qu'on s'est fait un petit pot dans un coin et qu'on réussit à faire le tu peux sur 150, sur 200. Et on est passé de 11 secondes de réponse à 312 secondes. Ça nous a pris une semaine, mais on a fait le tour de l'application. Et notamment la manière dont tu passes le paramètre de requête. Donc, est-ce que tu vas faire un coup ici ou est-ce que tu fais un minimum sur tes requêtes que vous avez plus rapidement que est-ce que tu fous la première requête ou pas? Est-ce que tu fous la première requête ou pas? Et quand tu descends comme ça, en fait, parce que tu as des devs qui testent un truc, testent un projet. Et puis tu fais ton test de stage justement, si tu fais une fois, 2 fois, 3 fois, on se met à 10, au final, si tu descends comme ça, tu peux avoir beaucoup de requêtes. Et les deux, on aurait pu dire, par exemple, je sais, donnez-moi j'ai un peu plus, tu veux que je vais faire en plus. Non, je vais te donner pour les parmi que je vais donner quand même, ça aurait pu être Je reviendrai sur la question de tout à l'heure, on a un slide, je pourrais revenir dessus. Donc, mais oui, sinon, concrètement, les tests de performance, eux, ce qu'ils vont te retourner en erreur, c'est plutôt des erreurs du logiciel. Mais après, il y a d'autres moyens qu'on peut avoir pour avoir des informations sur le réseau, sur les performances des machines qui sont sollicitées. Ça, je te montrerai tout à l'heure. Les tests d'endurance. Leur objectif, en fait, c'est de travailler sur l'application, de simuler des utilisateurs en assez gros volume, mais plus sur la durée. Donc, sur une longue durée, ça peut être sur plusieurs heures, plusieurs jours aussi. Pareil, quand est-ce qu'on lance? Forcément avant une MEP, une modification éventuellement d'un élément de l'architecture, et suite à un problème de prod. On vous remontre que pendant cette période-là, j'avais une campagne de quelque chose, et
Moi, j'ai eu des problèmes pour accéder à l'application. Ben, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cette personne-là. L'environnement, ben, toujours en pré-prod. Donc ça change pas. Les tests, ça se fait pas en prod. Prendre un exemple. Bob, il est toujours là. Sauf que cette fois-ci, il bosse chez OLETube. Et OLETube, qu'est-ce que c'est? C'est une application streaming de vidéo compas. Et ce qu'ils ont prévu, en fait, large va être beaucoup plus important que d'habitude et sur 3, 4, 5 heures pour les utilisateurs. Ils s'attendent à 10 000 utilisateurs sur la plateforme. Donc ici, le test de performance, il va simuler, il va en variant plus ou moins 10 000 utilisateurs. Sur une grosse donnée, on peut faire un test sur 3, 4, si on veut pousser jusqu'au bout 5 heures. Ce test-là, il va simuler vraiment toute la... Et le but, c'est de valider. Ces 10 000 utilisateurs, voire plus, peuvent être en simultané, en streaming sur la plateforme pour le concert. C'est le cas pour, on prend un exemple plus concret, hein, YouTube, Netflix, quand ils font ça arrive régulièrement qu'ils fassent des concerts en ligne ou même qu'il y a des pics plutôt le soir. C'est plutôt des tests d'endurance qu'ils vont faire. Et tout le monde va être à peu près en même temps. Sur 19h à peut-être 21h, en Calédo, on va avoir peut-être le plus gros pic. Des questions sur les tests d'endurance, fonctionnement ou autre? Test de capacité ou test de limite testing. Là, en fait, c'est plus, on va tâtonner un peu l'application pour tester en fait ses limites. On connaît pas très bien l'application. Toujours en pré-prod. Et là, cette fois-ci, Bob est pas dispo, on a Marcel. Marcel, il est DSI de Gamel à nous. Donc Gamel à nous, c'est le plus gros site de vente de gamelles de Calédo. Et sa hotline a remonté qu'il y avait des problèmes sur la dispo de l'application. Les utilisateurs ont des problèmes pour se connecter, pour commander leur gamelle. Et lui, il va essayer de comprendre. Donc en fait, il va demander à Junior de faire des tests de capacité. Donc Junior, lui, ce qu'il va faire, c'est il va développer son test. Son test, ce qu'il va faire, c'est il va partir de 1 utilisateur et il va monter progressivement le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, voir comment la plateforme réagit et capter à quel moment et à peu près à quel nombre d'utilisateurs la plateforme crash. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, comme ça, le DSI sait comment son application réagit aux utilisateurs. Est-ce qu'elle est capable de tenir une évolution? Ils vont faire il y a 2 entreprises de gamelles qui mergent. Ils vont doubler le nombre d'utilisateurs. Comment est-ce que mon application peut réagir à cette augmentation d'utilisateurs soudain? Voilà. Vous avez des questions sur les différents types de tests? Non. 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 En fait, c'est en fonction. Chaque application utilise des protocoles différents. Je prends une application web, donc ça va être plutôt des flux HTTP, HTTPS.
Et en fait, l'outil va passer juste derrière l'outil et capter un petit peu tous les flux qui in et out qu'il va y avoir. Donc, les flux qui sont au moment de l'action du clic connexion, il y a un certain nombre de requêtes qui sont envoyées et voir les requêtes aussi qui sont retournées. Donc, lui, il va capter un petit peu tous ces échanges de flux. Voilà. Et il va ensuite, quand tu vas faire un replay du scénario, il va refaire ses envois de requêtes et il va s'attendre au retour à ce qu'il a reçu lors de l'enregistrement. Voilà. Ton application, il n'y a rien à faire. C'est un comportement normal. Normalement, il n'y a rien à changer. On va voir un petit peu comment... Oui, pardon, vas-y. Les utilisateurs qui sont vraiment juste, qui viennent sur la plateforme regarder les nouvelles par exemple, et d'autres qui vont utiliser l'application du comportement. Est-ce que les tests sont capables de simuler un type de comportement d'un type d'utilisateur pour voir Bien sûr. En fait, c'est toi qui va déterminer le scénario que tu veux faire. Si tu veux simplement faire un scénario de connexion-déconnexion, tu peux le garder comme ça. Si tu veux faire un scénario où l'utilisateur se connecte, va se balader un petit peu dans l'application, va faire un upload ou un download de documents sur l'application, puis se déconnecter, c'est à toi de déterminer en fait le scénario que tu veux simuler. On va voir comment ça fonctionne. Donc, on a notre application en environnement pré-prod, isoprod. On a un testeur en fait qui, lui, va développer les tests auto sur sa machine. Et au moment de l'exécution, en fait, il y a des requêtes qui vont se lancer entre la machine qui exécute les tests et l'application. Donc, il va y avoir des requêtes qui vont se diriger vers l'application. Et l'application va s'attendre à avoir des requêtes en retour. Le scénario va générer plusieurs types de requêtes retour. Et tout ça, en fait, fois le nombre d'utilisateurs qu'on a déterminé. Et ensuite, ça nous génère un rapport. Donc, ce rapport, on a des temps de réponse, on a les erreurs qui nous sont retournées par l'application. Et c'est ce rapport-là qu'on va travailler pour essayer de comprendre ce qui se passe mal sur l'application. Et c'est là, Thomas, où on voit la partie monitoring. Donc, l'outil, en fait, il va plutôt remonter les erreurs. Concrètement, ça va plutôt être les erreurs de l'application qui vont remonter. Lui, il n'arrive pas à voir tel élément, parce que tel élément ne s'est pas affiché. Il va avoir une erreur 502, une erreur 404, parce que la plateforme est tombée. Mais par contre, il ne va pas te dire c'est parce que telle machine, la 0.5 avait plus de RAM, ou c'est le load balancer qui est tombé. Ça, il ne pourra pas te le dire. Et en fait, c'est le but de cette option qu'on peut rajouter au moment de l'exécution. C'est soit avoir des personnes qui vont monitorer et qui vont enregistrer les valeurs, ce qui se passe un petit peu sur les machines, soit avoir des sondes placées à certains endroits de l'application pour pouvoir enregistrer ce qui se passe. Donc tu vas enregistrer la RAM, le processeur, le débit, tu peux travailler sur plein d'éléments. Et en fait, au moment, ton rapport il va te remonter que à 5 minutes, j'ai eu telle erreur. Toi, dans ton rapport, il ne te remonte pas grand-chose, ça ne dit pas grand-chose. Tu vas aller voir un petit peu soit dans tes sondes, soit dans ce que tu as enregistré au niveau du monitoring, pour essayer de comprendre quel élément est tombé, ou quel élément était en galère. Voilà. Donc c'est une option, mais on va dire que c'est plutôt une option nécessaire d'avoir une partie monitoring ou sonde. Ça facilite beaucoup pour trouver les problèmes. Ça, c'est vous qui le mettez en place? C'est l'infra qui dispose ou quoi? Ouais, les sondes, oui.
Les... Vous avez la même, vous êtes comme techniquement capable de mener l'application et d'aller placer on détermine avec l'infra si on va travailler sur de l'instrumentation, donc les sondes. On va déterminer avec l'infra où est-ce qu'on place cette sonde-là pour monitorer tel élément. On va la placer sur un serveur éventuellement. Et c'est nous, mais pas que. Voilà. Et les performances, vous lancez plutôt d'habitude depuis les réseaux internes? Ça dépend. Interne, ça dépend le but du test. Si tu veux réellement tester comme si tu étais un utilisateur, idéalement, il faut que tu le fasses en externe. Par contre, il faut que ce soit un réseau assez costaud pour supporter les X utilisateurs. Si tu le fais de chez toi, je pense qu'il va avoir du mal à supporter 150, 200 utilisateurs d'un coup qui font des requêtes. Je pense que ton routeur, il va fondre. Donc après, ça dépend. J'ai déjà fait des tests directement sur le réseau des serveurs. Donc pour avoir, en fait, ça donne pas le comportement exact de l'utilisateur, mais ça te donne tu vas avoir des mesures sur ton applicatif. En gros, que sur l'application, est-ce que l'application tient? Par contre, tu vas pas tester le réseau. Voilà. Par rapport à ce que tu dis, si sur ton infra où tu bosses, ta machine de dev, tu es derrière un moteur public, parce qu'on n'a pas besoin de performance comme ça, et que l'environnement de ta prod, tu as fait les choses bien, donc c'est sur la même infra que ta prod, etc. Au final, tout ce que tu vas tester, c'est la capacité de ton routeur à supporter la charge. Tu n'arrives pas à tester réellement ton application. Tu vas pouvoir tester ton application jusqu'au max de ton routeur. C'est ton routeur en fait qui va limiter tes tests. Voilà. Donc, on serait obligé de virtualiser en fait un réseau carrément sur l'environnement, sur l'infra ouais. Des prod. Et du coup, est-ce qu'on respecte vraiment la simulation, enfin. Oui, enfin des pseudo-conditions réelles en fait. Parce que du coup, tu testes sur du VLAN, donc là, c'est différent. Et là, tu as limite tester ta VM sur autre chose, mais quasiment. Oui. Après, tester le réseau, c'est important, mais le but des tests de performance, beaucoup être sur l'infra. Ouais. Plutôt sur le. Je prenais pour exemple, là, on va avoir à mettre en place une application métier qui va d'une part permettre aux opérateurs de bosser, mais aussi présenter un portail client final où là, on s'adresse à quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, c'est encore difficile à mesurer, même la statistique pas très précise. On a besoin de ça. En fait, ce qu'on va avoir besoin de mesurer, c'est combien d'opérateurs en interne pourront bosser sur l'application, qui va avoir une image qui va être un peu plus haut, et combien d'utilisateurs extérieurs vont pouvoir venir se connecter aussi. Donc là, les scénarios sont assez complexes. En fait. Oui. On va avoir du test à faire en interne, il faut aussi la connexion entrante. Et idéalement, pour les conclusions, c'est tout ça. Donc, depuis un réseau externe. Tu peux positionner tes outils de test en périphérie. C'est toi après le problème de ça, c'est que souvent en pré-prod, ton outil il va pas être accessible de l'extérieur. Beaucoup maintenant pour des raisons de sécurité, même déjà en interne, c'est assez compliqué. Mais donc je vois un petit peu le problème. Mais tu peux sécuriser la connexion entre l'outil et ta pré-prod sans la mettre dans le public. Oui. Ça suffit de tunneliser la liaison entre ton outil de test et ta pré-prod et ta règle de prod, donc tu vas tester de l'extérieur. Oui. Après, quand tu disais que tu testes, tu limites ton routeur, en fait, l'objectif c'est de tester l'application, pas de tester le routeur. Voilà. C'est pour ça que tu obtiens tes résultats de test, tu obtiens tes résultats en passant, et ensuite tu vas choisir les outils pour tester ton routeur, c'est une bonne idée. Le but.
Le but, c'est de tester l'application, pas le routeur. Et il ne faut pas que ton routeur te limite dans tes tests. Voilà. Après, tu peux très bien le tester en interne, interne réseau, c'est comme ça qu'on fait la plupart du temps, en fait. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'on en sort en fait de ces exécutions-là? On en sort un rapport. De ce rapport-là, on a des temps de réponse. Voilà, c'est un tout petit rapport sur une toute petite exécution. On va avoir des temps de réponse, min, max, moyenne. Et c'est là où on va avoir nos requêtes en erreur. Donc les requêtes en erreur, on va avoir un détail de ce qui nous est ressorti. Donc, en fonction de ces requêtes, on va pouvoir savoir ce qui se passe mal. On va avoir des temps de réponse avec l'évolution de la charge. Donc, on voit le temps de réponse à 10 utilisateurs, c'est good. On voit les temps de réponse qui se dégradent à partir de 50 utilisateurs, les temps de réponse qui deviennent catastrophiques à partir de 100, et à partir de 150, il n'y a plus rien parce que tout est tombé. Donc, en fait, on va voir un petit peu l'évolution des temps de réponse et des erreurs en fonction de la montée en charge des applications des utilisateurs. Voilà. Je sais plus, c'est Thomas Thiel qui me posait la question sur les différents outils. Là, c'est un petit échantillon de différents outils. On va dire c'est les plus connus. Il y en a beaucoup. Et en fait, comment savoir lequel utiliser? En fait, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre du budget. Ça va dépendre du type d'application. Si ton application, elle travaille avec des protocoles HTTP, HTTPS, il y en a certains qui vont fonctionner, d'autres non. Si ça travaille sur le protocole Java, certains pourront pas. Ça va dépendre aussi des fonctionnalités. Certains sont plus d'interface, c'est-à-dire que tu vas avoir plus une interface un outil plutôt graphique. Tu vas avoir d'autres ou Galdi ou éventuellement Jinter, où ce sera peut-être plus du code, plus des lignes de code. Donc ça va être un petit côté plus advanced sur ce type d'outil. Voilà. Et après, une chose à prendre en compte aussi, c'est le support. Sur un outil open source, faut vérifier que en cas de galère, il y a un support assez conséquent en ligne, vous pouviez trouver de l'aide ou des réponses. Si c'est un outil payant, est-ce que le support de l'outil est réactif ou pas? Ça, c'est super important, parce que un test de performance, ça se développe sur quelques jours. Donc, si de l'autre côté, en cas de problème, il n'y a pas de réactivité, ça peut énormément retarder éventuellement la mise en prod. Si la mise en prod dépend des résultats des tests, le support est super important. Alors, du coup, comment vous faites pour aller, parce que vous répondez du coup à des besoins de clients qui doivent faire des tests? Comment ça fonctionne? Vous installez chez le client les outils de test? Dans le cadre du besoin, vous sélectionnez des outils, vous définissez en fonction des PKI qui sont attendus par le client. C'est ça, on fait déjà une première, on détermine avec le client son besoin, on voit l'application qu'ils ont. En fonction de l'application, on va utiliser tel ou tel outil. Et ensuite, on arrive chez le client et on développe le test de performance. Ils peuvent choisir juste le développement du test de performance, ou ils peuvent choisir aussi la partie exécution. C'est-à-dire, on le développe, on lance l'exécution, on leur fait une analyse de rapport et on leur fournit ce rapport-là. Voilà. Ils peuvent demander plusieurs exécutions. Voilà, j'aimerais tester avec ça, ça, ça. J'aimerais avoir différents tests. J'aimerais avoir un test de charge, un test d'endurance, un test de limite. Voilà. Est-ce que les outils ils peuvent être portés ou être utilisés depuis l'extérieur du site de production du client en mode de test as a service? Tu peux. Alors, il y a une possibilité. Il y a une chose qu'on a mis en place, c'est la supervision.
C'est ça que tu... Pas forcément, en fait, ce que j'imagine, c'est que l'outil, c'est un service. Donc, lui, il va injecter des scénarios. Ouais. Donc, il n'est pas obligé d'être installé dans l'infra client, il peut être dans le cloud. Et, le problème de ça, c'est que si c'est dans le cloud, ça va dépendre de l'environnement que tu veux attaquer. Si tu veux juste faire des tests te servir de ces tests de performance pour tester la disponibilité de ton application en prod. Donc, juste lancer un test, un utilisateur de temps en temps, donc faire de la supervision, ça peut. Mais par contre, si tu es en cloud et que tu veux travailler sur une application qui est en interne, lui, il va avoir un problème d'accès. Si le client a son environnement dans le cloud. Il faut voir si ça se greffe. Il faut voir s'il y a une compatibilité entre les deux outils, si ça fonctionne. Mais je pense qu'avec des appels, faut tester. Il faut voir en fait si c'est possible ou pas pour lequel outil fonctionnerait avec la plateforme que tu utilises. C'est là où la partie un petit peu étude des outils est importante. Donc on va voir que faire de ces résultats. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait d'avoir fait des tests de performance et d'avoir corrigé tous ces problèmes-là. Donc ça va vous permettre de valider en fait des fonctionnalités. Comme tout test classique, on teste l'application. On valide l'application, on va valider sa structure, on va valider ses fondations. Ça va identifier des points de fragilité de l'application. Donc, des points de cassure, des points un petit peu sensibles. Et en ayant identifié ces points-là, on va pouvoir mener des actions pour corriger ce problème-là, pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Ou que ça se produise en prod tout court. Ça permet aussi de connaître son application. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas la capacité de vos applications. Vous ne savez pas si vous avez un pic d'utilisateurs de 100 utilisateurs demain. Est-ce que mon infrastructure peut tenir ce nombre d'utilisateurs-là? Est-ce que ça vous sort en fait des mesures et vous en fait ça vous permet de travailler votre infra est-ce qu'il y a besoin de l'upgrader parce que ça ne tient pas à la charge qu'on attend? Voilà, on a une nouvelle fonctionnalité qui va arriver, qui va rajouter beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme. J'aimerais savoir actuellement combien mon application peut tenir d'utilisateurs pour pouvoir prévoir cet upgrade, enfin cet update logiciel. Voilà, je vais faire un test de limite. J'ai raté. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte les tests de performance? Déjà, les utilisateurs contents. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé en tant qu'utilisateur d'avoir une application qui galère, des bugs, des problèmes de dispo d'une application en période de solde, en période critique. Qu'est-ce que ça fait aussi? Vos équipes sont moins sollicitées. Vous faites une MEP, le jeudi. Vous commencez à avoir des problèmes le vendredi. Les équipes vont travailler le vendredi, le samedi, le dimanche. Elles vont travailler en continu jusqu'à résoudre le problème. Donc là, déjà c'est de l'argent parce que elles vont travailler le week-end, elles vont travailler en astreinte. Et en plus de ça, ça fait du retard. Donc si le problème en fait, il va durer sur plusieurs jours. Ça fait que les équipes peuvent pas travailler éventuellement sur la version suivante ou si elles sont prévues sur un autre projet. Donc ça va immobiliser des ressources. Et puis aussi, le client, on est content. Voilà, donc je parlais des retards de projet. Et bien sûr, forcément, réduction de coûts. Si votre planning il se déroule comme prévu, voilà, la MEP, elle s'est déroulée là. J'ai eu quelques problèmes classiques, mais rien de grave. Les équipes peuvent dérouler sur la version suivante, sur le projet suivant, et voilà. Pas de retard de planning.
Je ne sais plus qui me parlait de que faire ensuite. Oui, c'est des toits sur cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. J'ai mis en place mes tests de performance. J'ai mis en prod. Ça s'est super bien passé, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mes tests? Je les fous à la poubelle? Qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, ces tests, ils peuvent être réutilisés, tout simplement. Des versions, vous allez peut-être en avoir régulièrement. Donc, le test, il peut être réexécuté à chaque nouvelle version. Il y aura peut-être des petites modifications à faire parce que voilà, le parcours utilisateur a un petit peu changé. Certaines requêtes ont changé parce que vous avez changé un module. Mais après, il y a d'autres possibilités. Il y a une possibilité de l'intégrer. Voilà, je crois que c'était vous là-bas qui parliez de CICD. Donc, vous avez déjà mis en place l'intégration continue. Vous pouvez l'intégrer à votre module. Voilà, à chaque push, il y a vos tests qui s'exécutent, les tests fonctionnels, vos TU, et il y a les tests de performance aussi qui peuvent s'exécuter. Le rapport se génère automatiquement. Vous regardez le rapport, ou même il y a simplement vous pouvez automatiser avec les stats qui en ressortent. Ça check et ça passe à l'étape suivante de votre intégration continue. Une autre possibilité aussi, c'est la supervision. L'intégrer en fait en prod. Donc utiliser ce test, bien sûr pas utiliser ce test sur 50 ou 100 utilisateurs, mais plutôt un utilisateur. Nous, on l'a mis en place chez un client, la supervision. Il a un parcours, connexion, et aller faire quelques opérations de modification sur son compte, aller consulter une liste de documents, des connexions, et il va faire ça en fait, c'est un parcours de 2-3 minutes, toutes les 5 minutes. Ça permet de voir en fait la dispo de l'application. Ça permet de voir les temps de réponse. Et s'il y a une page qui ne charge pas, un élément de l'application qui ne fonctionne pas. Et donc ils ont un tableau des stats et un tableau de bord qui permet de voir chaque exécution, est-ce qu'elle s'est bien déroulée. Si il y a une exécution qui tombe KO, on ne va pas envoyer de mail tout de suite. On refait une exécution pour vérifier que c'était pas un faux KO. Si c'est KO, on envoie un mail à tout le monde, dire attention, il y a un problème, ça fonctionne pas. Du coup, les personnes qui sont soit d'astreinte, soit présents, si c'est en journée, pourront voir directement le problème. Le but, c'est de la supervision, c'est de voir les problèmes avant l'utilisateur, si possible, ou avant que l'utilisateur ait le temps de vous contacter. C'est de corriger en fait le problème au plus tôt. Voilà. Ça permet de contrôler aussi ton niveau d'engagement de service. Ouais. Si tu dis à tes clients, on a fait les dispo 95% du temps, avec la connexion des 28 secondes. Tu as des stats. Tu as des stats de dispo sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu peux même analyser tes stats. Tu vois qu'à tel moment, tu as fait t'as lancé tel événement sur ton application. Tu vois un petit peu comment ça a réagi au niveau des temps de réponse, au niveau de ta charge. Sur ces outils-là, en fait, on peut y greffer. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des applications de supervision comme Kibana, enfin la suite Kibana ou autre. En fait, on peut y greffer beaucoup de choses, que ce soit la supervision de l'application, mais aussi au niveau réseau, au niveau de l'infra, donc le CPU, la RAM. Et on peut monitorer énormément d'éléments. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas mis en place, tout simplement des tests de régression, que ce soit manuel ou automatisé. C'est un autre type de test de performance. C'est un type de test de la simulation. Par contre, les tests de régression, ça va plus être des tests d'interface. Donc, vous allez valider tester plutôt l'interface plutôt que la dispo et le bon fonctionnement de l'application. Voilà. Vous avez des questions? Ouais. Il y a 50 possibilités d'opérations. Donc, soit aller une page suivante, tout ça. Et le plus long, en fait, dans des tests, c'est de penser à tous ces scénarios. Est-ce qu'il existe des méthodes automatiques qui permettent
de dire, voilà, chaque utilisateur peut faire telle action, et créer un scénario occupé de cette action de manière aléatoire pour voir en fait, la capacité de logiciel. C'est par exemple, je pense que de mon côté, j'ai mal fait gestion de la mémoire. Si c'est juste un utilisateur qui se connecte, qui fait juste un document, qui efface et qui repart, il n'y a pas de problème. Il y a par exemple un autre cas de scénario, un autre utilisateur qui crée un document, qui le supprime, sauf que j'ai mal géré de mon côté la mémoire, et en fait il est toujours là en fond et qui fait d'autres mémoire, ce genre de choses. Comment ça serait possible? Le problème que tu as là, si tu commences à faire... On reste sur les tests de performance, hein, c'est ça? Le problème, c'est que tu commences à avoir plein de types de tests de performance différents, ça va te faire beaucoup de cas différents, beaucoup d'exécutions différentes. Parce que ton test de performance... Non. En gros, c'est un scénario. Ouais. C'est ça. Là, tu vas... Ouais. Idéalement, en fait, il faut penser à ton test de performance pour voir le parcours peut-être le plus critique. Peut-être un parcours où toi, tu vois qui va consommer beaucoup de ressources. Et tu vas plutôt peut-être orienter... Après, ça dépend de ton but aussi. Tu vas peut-être orienter ton scénario de test de performance comme ça. Oui. Après, ça dépend aussi si toi, ton but, c'est de faire c'est simplement une connexion, ou alors que les utilisateurs restent connectés en simultané sur l'application. Du coup, tu vas faire durer un petit peu ton test tout le long. Ça dépend en fait. Là, sur l'outil, je vais vous faire une démo là. C'est sur l'outil Gatling. C'est toi qui décides en gros ton scénario si c'est super modulable. Si ton utilisateur il va rester connecté, enfin actif tout le long de ta période de test, ou est-ce que ça va être juste rapide, code écho, ça dépend en fait le but de ce que vous cherchez en fait à tester, à valider. C'est un truc qui est aussi dans le cadre de migration, notamment migration vers le cloud, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées à l'origine sans architecte système, des applications qui fonctionnent empiriquement et les ressources ont été ajustées au fur et à mesure, avec souvent effectivement la capacité de l'application qui peut le plus ou le moins. On a souvent des machines qui sont un peu surdimensionnées. Quand vous allez vers le cloud, évidemment, la consommation financière n'est plus la même. Et réaliser des tests de performance sur les capacités cibles de vos applications vous permet d'ajuster les besoins en ressources et donc d'ajuster aussi vos consommations au moment de la migration vers le cloud. C'est ça. Tu travailles chez les tests? On l'a payé juste pour aujourd'hui. Non, mais c'est important parce que moi, je vais faire du coup une petite démo. Donc j'ai pris l'outil. Vous voyez rien, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Donc le test, ce qu'il va faire, je vais vous montrer un petit peu. Testéum, bon, petit placement de produit, un outil développé par notre boîte sœur. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est, on le verra pas au niveau interface, ça on verra rien, on verra que des lignes de code défilées, mais je vais vous montrer un petit peu le parcours. Donc en gros, le scénario, c'est connexion. Ouf, ça marche. On va dans compte. On vérifie quelques éléments qui s'affichent dans la page. Il va s'attendre à tel ou tel texte dans le champ et il va se déconnecter. Voilà. Donc c'est vraiment un scénario super court. Normalement, on les fait durer un petit peu plus pour que les utilisateurs restent connectés en simultané. Là, j'ai vraiment quelque chose d'assez court. Oh, super, on voit encore moins que ce que je pensais. Une autre petite spécificité de ce scénario-là, c'est on va y injecter en fait des données.
Donc, on a un fichier de données en CSV où on va lui dire, du coup, on va avoir plusieurs lignes. Une ligne correspond à un jeu de données. Et chaque jeu de données, donc, je lui ai mis son nom de login, son mot de passe. Et il y a deux éléments pendant le test qu'on va vérifier. C'est sur la page account, on va aller vérifier le nom et prénom. Donc là, ils sont présents dans le jeu de données. On a les valeurs qu'on est supposé avoir en fait pendant l'exécution. Donc lui, il va exécuter X fois le test. Là, c'est 10 fois. Donc en simultané, à la suite, il va exécuter 10 fois le test. On n'a que 3 lignes de jeu de données. Donc il va exécuter le premier utilisateur, deuxième, troisième, et il va boucler comme ça jusqu'à faire les 10 tests. Je vais vous montrer, vous ne verrez rien, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, voilà, pour donner un exemple, ça c'est on est sur l'outil Gatling, donc qui est plutôt une utilisation avancée. On est sur une application qui utilise un protocole HTTP, HTTPS. Donc Gatling pour ça, c'est super. C'est open source. Et au niveau support, il y a en ligne, il y a plein de posts sur les forums, donc on a trouvé ça super. On l'a utilisé sur pas mal de projets, ça marche très bien et et les rapports sont très bien faits aussi. Donc on voit vraiment mal. Donc je l'exécute, il va lancer différents éléments. Il va préparer, il va vider le projet. Ensuite, il va me dire en bas qu'il démarre. Et ça va être extrêmement rapide. Donc voilà. Là, il a démarré, puis il a fini. Donc là, il a fait ses 10 exécutions. Ça a été super rapide. Vous n'avez même pas eu le temps de voir que ce soit. Pas en même temps, à la suite. Voilà. Donc il a fait le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, jusqu'à ce qu'il ait bouclé sur les 10. Et c'est ça. Donc, ouais, c'est toi en fait qui détermine. Voilà, je vais déterminer que tu le fais après. En fait, il y a plusieurs étapes à cet outil-là. Tu fais un enregistrement, c'est-à-dire tu lances l'outil de record. Tu fais tes opérations dans ton application sans rien changer. Lui, il va capter les flux qui passent entre ton application et les serveurs. Il va les capter et ensuite, c'est sur ces requêtes-là qu'il a enregistrées que tu vas travailler. Donc, tu vas les retravailler à la suite pour changer, mettre des variables, etc. Mais tu vas te baser là-dessus. Voilà. Et dans le terminal, là, on voit... on a les premiers chiffres sur l'exécution, donc les requêtes. Donc je vois que j'ai eu 40 requêtes, donc tout est passé. Il y a 4 requêtes par scénario. Oui. Ah oui. Au moment de l'enregistrement, en fait, tu exclus toute ressource statique parce que ça va te faire perdre du temps et c'est pas ce que tu veux tester. Tu veux pas tester les images ou non. Par contre, c'est en fait ça parce que tous ces éléments-là, les ressources statiques, c'est c'est la partie plus visuelle. C'est des choses que tu vas tester sur des tests de non-régression, des tests fonctionnels. C'est sûr. Mais en fait, quand tu vas travailler sur un flux de 1000 utilisateurs, ça va te ralentir énormément le test. Et le but, c'est pas de tester que tel élément soit présent ou pas. Mais par contre, la requête va faire, elle va côté serveur. Lui, il va pas, le serveur en fait, ton application va pas différencier
l'automate et un utilisateur classique. Donc lui, il va quand même charger ses images. C'est juste que moi, mon automate, il va les mettre de côté. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, j'en veux pas. Et il va chercher d'autres éléments en requête retour. Mais sinon, ces éléments-là sont chargés. Donc oui, tu testes quand même la charge, enfin la performance de chargement de ces éléments-là. Montrer un rapport. Donc le rapport. Le rapport, il est généré instantanément. Voilà. Donc là, on voit qu'on a. Bon, c'est pas très fourni parce que j'ai fait que 10 utilisateurs. Si j'avais fait sur 100 utilisateurs, on aurait peut-être eu des erreurs. Mais on voit déjà dans la partie globale les requêtes, dans quelle tranche elles sont classées. Donc là, la partie verte, c'est plutôt des requêtes qui étaient sous 800 millisecondes, donc c'était des requêtes assez rapides. Par contre, là, on en a eu 8 qui étaient entre 800 et 1200 millisecondes, donc on commence à avoir des lenteurs. C'est plutôt, je pense, les utilisateurs qui étaient sur la fin. Et on en a une qui était supérieure à 1200. Donc c'était une qui avait 1440 millisecondes. Et c'est sur cette partie-là, en fait, où on va voir les erreurs. On va pouvoir voir requête par requête les informations. Donc là, je prends la requête 0 qui est le chargement de la page de login. Et on a des informations, on a des statistiques sur cette première étape. Donc, il nous sort plein de jolis graphes. On a souvent la ligne orange là, c'est l'évolution du nombre d'utilisateurs. Bon, comme on n'en a pas beaucoup, elle s'affiche pas super bien. En général, on travaille plus sur un volume plus important d'utilisateurs. Donc là, ça nous fait des petits graphes. Mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ressemble un rapport de chez Gatling. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur et ces rapports, ils sont exploitables après par un outil de supervision ou autre. Là, c'est plus la partie utilisateur, mais il y a d'autres fichiers où on peut exploiter, le greffer à un autre outil qui va un petit peu travailler ces données et l'utiliser d'une autre manière, comme un outil de supervision par exemple. Il va utiliser ces données-là pour lui sortir ses graphes et sortir ses statistiques. Voilà. Le format du rapport peut être. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a un fichier log. Il y a un fichier log si c'est ta réponse. Est-ce qu'on peut faire enregistrer ça dans une base de données pour avoir une évolution ouais, voilà, c'est ça. Si tu fais un test plusieurs fois, avoir l'évolution d'un même test dans le temps, dans une journée, par exemple, pour faire des comparaisons. Oui. Bien sûr. Ça, en fait, à chaque exécution, tu as un fichier, tu as un dossier qui est généré avec les rapports de l'exécution, les logs aussi du déroulement du test. Donc ça, tout ça, tu peux le mettre de côté. Tu peux avoir une application après qui va consommer ces données-là. Oui. Oui, voilà. Après, il existe peut-être des outils qui font ça plus ou moins automatiquement, mais pour le moment, j'ai jamais utilisé. Mais par exemple, pour Kibana, Kibana, en fait, il va aller récupérer enfin, c'est pas Kibana, mais c'est un autre outil derrière, mais il va aller récupérer le fichier de log de chaque exécution. Il va aller chercher certains éléments, parce que bon, ça fait quand même si c'est juste pour un utilisateur, tu as quand même pas mal de lignes. Il va aller chercher certains champs texte et il va récupérer les valeurs et il va les utiliser. Voilà. Et ça, c'est stocké dans le temps. Après, à toi de savoir combien de temps tu veux les garder. Mais,